décalage entre les évolutions que vous observez sur le terrain et la lenteur politique face aux nouvelles connaissances scientifiques sur le cannabis. Et comme je l'annonçais au début, hein, dans vos cadrages théoriques, vous nous montrez finalement qu'il y a encore cette hyper-prégnance du tout colonial qui n'a pas assez été décolonisé pour que le politique puisse avoir un regard nouveau, éclairé justement par les scientifiques. Mais, comme vous le dites, il y a un travail qui est en train d'être fait au travers du RECIDAF, au travers des équipes de recherche qui sont en train d'être mises en place par-ci et par-là. Et il y a au Sénégal un groupe de recherche qui est assez actif aussi et qui euh, peut être un bon tremplin pour le passage à la prise en compte hein, des aspects scientifiques dans le traitement du cannabis, mais des drogues globalement, et dans ce renouvellement du regard politique auquel justement ces connaissances scientifiques appellent. Nous allons maintenant ouvrir donc le débat. Je pense que nous avons environ 35 minutes de discussion. Donc, sans plus tarder, je vais aller rapidement regarder sur la liste de présence s'il y a des personnes qui ont déjà levé la main et je vois Masogi Chandoum. Donc, je propose que pour les prises de parole, qu'on permette d'abord quelques questions, quelques commentaires, en tout cas quelques observations, avant qu'on ne redonne la parole à l'exposant, à Mohamed Diop. Et donc, on va commencer d'abord avec Massogi Chandoum, puis avec Félicien Tcha. Massogi, vous avez la parole. Merci Albert. Je voudrais remercier Mohamed pour son brillant exposé et les informations extrêmement intéressantes qui ont été en tout cas passées en revue et présentées lors de cette présentation. Je voudrais juste revenir un peu sur les profils qu'il a dégagés et souligner l'importance en fait dans les profils de faire ressortir la consommation des femmes. C'est vrai qu'il a parlé d'artistes ou de groupes. Peut-être certainement il y a des femmes parmi ces personnes-là. Mais c'est intéressant de faire ressortir spécifiquement, en tout cas, la consommation chez les femmes, qui revêt aussi des aspects particuliers, notamment au niveau social, mais aussi en termes de pratique. La consommation chez les femmes, comme vous le savez peut-être même mieux que moi, est une consommation qui parfois est assez différente de celle des hommes, en ce sens que dans beaucoup de cas, c'est les hommes même qui vont aller chercher le produit pour le donner aux femmes pour X, Y raison liées à notre contexte social. L'autre aspect aussi, c'est il y a des formes de consommation qui se font sous forme de rituels, surtout notamment dans la zone sud où on a des manifestations ou des cérémonies où c'est véritablement une consommation à outrance de toute une communauté à l'occasion de danse ou de chants, etc. Et ça aussi, je pense que serait intéressant de le relever dans l'étude qui a été présentée. L'autre aspect, c'est la question des centres ou en tout cas des personnes qui se proposent à des traitements ou à une prise en charge. Nous l'avons vu comme certains centres qui ont été cités, mais il y a un problème véritablement de droits humains qui se pose parce que des personnes qui sont attachées, des personnes qui sont retenues contre leur gré, des personnes qui subissent aussi des violences physiques et morales, alors qu'on met tout cela dans le traitement, je pense que ça aussi, ça pose problème. Et il est important de relever en tout cas tous ces aspects-là. Mon dernier point, c'est un commentaire, c'est relatif en fait au décalage dont parlait tout à l'heure Albert Gauthier. Je pense que nous tous, nous savons que nos pays, de manière générale, sont devenus des fumoirs à ciel ouvert. Le cannabis est consommé à outrance partout.
Vous ne pouvez pas regarder au Sénégal une seule fois, un seul jour où il n'y a pas au moins 4 à 5 journaux qui parlent de saisie. Quand il y a saisie, c'est qu'il y a production. Quand il y a production, c'est que les gens consomment. Et nos politiques n'ont pas encore démontré suffisamment de courage pour prendre en charge cette question-là, à part la répression. Mais nous tous, nous savons que la répression a échoué, elle continue d'échouer. Parce que si la répression était efficace, il y aurait moins de saisies, il y aurait moins de personnes qui sont emprisonnées tous les jours à cause de la consommation du cannabis. Et c'est tout heureux qu'il y ait des groupes de scientifiques, d'acteurs et de praticiens qui sont là sur le terrain et qui essaient de faire quelque chose et qui essaient de montrer aux politiques des alternatives à ce qui est en train de se faire. Donc, sur ce, c'est pour remercier en tout cas tous les acteurs, notamment le réseau, pour ces initiatives extrêmement importantes qui peut-être à la longue pourraient permettre à nos politiques une fois de bouger et de prendre des décisions qui s'y est. Merci à tout un chacun et je vous redonne la parole. Merci beaucoup, hein, cher Massoudi. C'est toujours un plaisir de vous entendre et de vous écouter et de vous dire aussi que finalement, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels la lutte a été engagée aussi en partie grâce à l'ANCS, hein. Et cela aussi a eu des effets assez positif, en tout cas du point de vue associatif, du point de vue de la consommation et tout ce qui a été fait aussi dans les prisons. Je pense que c'est un travail collectif, et comme vous le dites, hein, avec les scientifiques, aussi avec les ONG, les associations et tous les autres acteurs qui peuvent travailler là-dessus. Merci pour cette belle contribution. Félicien Tcha. Ok. Bonjour à tous. Merci Gauthier de me donner la parole. C'est pour moi de prendre part à ce webinaire et je tiens à remercier notre frère, ami Job pour sa brillante présentation sur le cannabis qui nous permet d'avoir une vision un peu plus panoramique de la place du cannabis dans la sphère de consommation de drogue au Sénégal de façon générale. Je l'ai suivi avec attention et j'ai des préoccupations auxquelles je voudrais qu'on en débatte un peu. Je voulais savoir quelle est la perception des usagers du cannabis d'eux-mêmes au regard des autres consommateurs de drogue. Ça, c'était la première question. La seconde question, j'ai vu que dans le recours aux soins, les usagers s'orientaient vers les marabouts. Et je me suis demandé quelle est la place que les usagers accordent aux marabouts dans le traitement des troubles liés à l'usage de la drogue de façon générale et du cannabis de façon singulière. Et ça, c'est la deuxième question. La troisième question, je me demandais à quel moment de leur trajectoire d'usager ceux-ci font recours au marabout. Et la dernière question, c'est de savoir quelle est leur perception de la qualité du traitement qu'ils reçoivent chez le marabout. Voici un peu les questions que j'avais. Je ne sais pas s'il a bien noté. Donc, c'est au moins quatre questions sur leur perception de... Voilà. Ouais, merci Félicien, c'est noté. C'est noté. Merci. Oui, merci Félicien. Comme je l'ai précisé au début de mon propos, je pense qu'on va prendre une série de questions et après on laisse le soin à Mohamed d'apporter des réponses. Merci Félicien pour ces questions. Maintenant, on donne la parole à Cheikh Diop. Cheikh Diop, vous avez la parole. Bonjour, docteur Gauthier, bonjour à Mohamed, que je félicite pour sa brillante présentation sur le cannabis. C'est important d'en parler parce que nous le savons tous, le cannabis quand même constitue la drogue la plus consommée
Et il y a beaucoup de problématiques qui sont liées justement à cette consommation, surtout au niveau des jeunes. Nous, au niveau du centre, la majeure partie, en tout cas des usagers que nous recevons, euh, présentent des troubles justement liés à la consommation du cannabis, ce qui montre que c'est une problématique majeure qu'il faut véritablement prendre en compte dans nos analyses. Je voudrais juste rappeler que nous avons eu quand même en 2003, nous avons eu à effectuer une visite en Basse-Casamance, notamment au niveau des îles Caroline, sur invitation de l'association des étudiants ressortissants des îles Caroline, qui nous avait invités à venir, en tout cas, parler, sensibiliser leur population sur l'importance de trouver une culture alternative parce que c'est des producteurs de cannabis. On a passé 3 jours au niveau des îles et on a eu effectivement à rencontrer les populations. On était accompagné, je le rappelle, au cours de cette mission par le ministère de l'Intérieur qui nous avait doté de véhicules, de chauffeurs et tout. Et lorsqu'on a eu à rencontrer les populations, ils ont posé un problème majeur, c'est le problème de l'enclavement des îles. Ils nous ont même signifié que c'est l'enclavement qui, quelque part, les contraint à s'adonner à la production du cannabis parce qu'ils ont tenté effectivement de faire des cultures alternatives, mais ils ont des problèmes d'écoulement parce que l'accès au continent était très, très difficile. Nous-mêmes, on s'est rendu compte de ces difficultés parce que pour accéder à ces îles, on a fait 1 heure de pirogue motorisée à partir de Kafountine pour arriver au niveau des îles. Et les moyens d'embarcation sont tellement rudimentaires au point qu'il est effectivement difficile de transporter les récoltes au niveau du continent et de les vendre. Je pense que ça, c'est un aspect important à signaler, que l'enclavement des îles, en tout cas, qui sont la principale zone, qui constitue la principale zone de production du cannabis, est un facteur déterminant qui maintient justement ces communautés dans la production du cannabis. Donc, on en a rendu compte au ministère, mais jusque-là, des alternatives ne sont pas trouvées. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs, et l'enclavement quand même constitue un facteur important. D'autre part, je pense que oui, Mohamed l'a bien fait, hein, je pense qu'il a fait un rappel du dispositif juridique. Je voudrais juste rappeler à ce niveau, avant le comité interministériel, il y avait la Commission nationale de lutte contre les stupéfiants qui a été mise en place depuis 1965. C'est cette commission-là qui a évolué en comité interministériel depuis 1997. Il faut juste aussi signaler la fameuse loi Latif de 2007 qui a criminalisé, comme nous le savons tous, le trafic et quelque part la consommation de la drogue. Et je pense que cette loi même, comme on l'a constaté nous tous, a constitué en tout cas un grand problème parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'engorgement des prisons est dû essentiellement à cette loi qui a fait l'objet même de discussions au courant de la réforme qu'on a eu à proposer effectivement au niveau du comité et du ministère, parce qu'aujourd'hui, il est bon de le signaler, il y a un processus de réforme du cadre juridique et institutionnel qui a été enclenché depuis très longtemps, qui a abouti à effectivement des résultats, en tout cas assez probants, qui pourraient améliorer le cadre juridique, mais jusque-là, je pense qu'il y a des lenteurs dans son application. Bref, c'était juste pour signaler quand même que le dispositif institutionnel a évolué. Mohamed l'a bien dit, rappeler la ratification des 3 grandes conventions des Nations Unies, mais il y a toute cette évolution-là qui a démarré depuis 1965 avec ce que j'ai rappelé tout à l'heure, la Commission nationale de lutte contre les stupéfiants, qui a évolué vers un comité interministériel qui a été créé par décret en 1997 en même temps que l'OCRITIS. Et je crois que tout ça, c'est important de savoir pour montrer quand même qu'il y a des évolutions qu'on a constatées dans ce cadre-là. Donc voilà un peu moi ce que je voulais dire. Massogi l'a dit aussi, quand même, il faut noter que la société civile, de façon générale, est véritablement à essayer quand même d'apporter des réponses, de faire des propositions véritablement dans le cadre de la lutte contre la drogue de façon générale, mais plus particulièrement sur la question du cannabis, qui, comme j'ai dit, en menant des activités de sensibilisation, en essayant de trouver en tout cas des cadres beaucoup plus favorables à la prise en charge,
des personnes qui consomment des drogues de façon générale, mais particulièrement ceux qui consomment aussi du cannabis. Donc voilà un peu la modeste contribution qu'on voulait apporter à ce point. Merci encore. Merci. Mhm. Merci beaucoup, cher. Pas si modeste que, comme vous le dites, hein. Donc, je rappelle que cher Diop, c'est le responsable principal du Centre d'information et de sensibilisation sur les drogues, le Centre Jacques Chirac, et qui était là justement depuis que le ministère de l'Intérieur s'était rendu compte dans les années 1990 que la répression seulement ne suffisait pas et qu'il fallait au minimum avoir aussi, aux côtés de la répression, des campagnes, des accompagnements au travers de la sensibilisation, de la communication. Et justement, le centre qu'il dirige a été érigé, a été mis en place pour répondre à cette perspective-là, parce que finalement, comme vous le dites, hein, cher, les évolutions ne datent pas d'aujourd'hui et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, même si quand même le chemin aussi, il reste encore du chemin. Merci de l'avoir rappelé. Je donne maintenant la parole au dernier intervenant, Jérôme Evano. À vous, Jérôme. Bonjour, merci, merci Albert. Dans un premier temps, vraiment mes félicitations, Mohamed. Tu sais que j'aime ton travail et je le trouve vraiment complet, novateur et scientifique et c'est vraiment un apport important pour la compréhension. Merci Albert d'avoir rappelé aussi qu'il y avait une historicité colonialiste par rapport à notre point de vue. En Afrique du cannabis en particulier. J'avais quelques questions, commentaires. La première chose, c'est ton terme consommation responsable organisée. Euh, je travaille en ce moment sur cette problématique de consommation dite non problématique. J'aime beaucoup ce terme, j'aimerais que tu m'en dises plus. Est-ce que c'est toi qui en a déduit? Est-ce que tu as des références scientifiques par rapport à ça? Le terme consommation responsable organisée. Après, j'avais une question par rapport au BIFAL. Est-ce que les BIFAL se font arrêter? Sinon, est-ce qu'ils bénéficient de Sutura? Je prends tes références maintenant. Et je me disais qu'il y a dans certains contextes, en Italie, en Sierra Leone, on s'était appuyé sur la communauté Rasta, bien que différente des Baïfal, mais qui avait une approche spirituelle de la consommation de la drogue, et ils avaient aidé à faire évoluer les politiques des drogues. Donc je me demandais si ça serait techniquement possible de faire quelque chose avec cette population. Ensuite, la troisième question concerne plus qu'est-ce que nous pourrions faire pour améliorer la prise en charge des usagers de drogue qui ont des problèmes d'addiction au cannabis au Sénégal. Je pense qu'il faut vraiment qu'on étudie la place du CBD et je me dis qu'il serait intéressant, on l'a vu sur tes présentations, qu'on ait un protocole thérapeutique validé scientifiquement, OMS idéalement, et validé par la partie nationale pour la prise en charge de l'addicto en général, mais de l'addicto au cannabis. Ce qui me permet de rebondir, comme le disait Monsieur Thiandoum et Dr Tia aussi, par rapport au centre de Marabout. Moi, j'ai vraiment des questionnements par rapport aux droits humains, par rapport au protocole thérapeutique. Ceci dit, on en a un aussi en Côte d'Ivoire. C'est un des centres qui est le plus facilement accessible. Ils acceptent tout le monde et qui est un des moins chers, voire gratuits. Donc, et qui est souvent accepté par la communauté. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on fasse un peu plus de recherche par rapport à ça. Et j'ai fini et merci encore et bravo. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. Merci pour tes perspectives qui rappellent que c'est important aussi de regarder du côté communautaire et ce qui fait sens pour les populations au niveau local. On va redonner la parole à Mohamed Diop pour apporter des réponses ou pour discuter certains propos. Mohamed, à vous. Mm. Bon, merci beaucoup pour ces différentes questions que je trouve très pertinentes. Donc, tout d'abord, je rappelle qu'il y a également aussi des questions sur le chat et je vais en revenir tout à l'heure aussi. Donc, je pense que je pourrais commencer par le chat ou bien, bon, je commence par Mossogi, je Oui, pense. allez-y d'abord pour les questions orales qui ont été Euh, prononcées. donc, voilà, je pense que, bon, je dirais merci pour votre contribution et également aussi pour ces questions.
Donc, par rapport aux femmes, donc c'est vrai que les femmes n'ont pas été spécifiées dans les profils, mais elles sont un petit peu incluses dans les profils. Donc, notamment, il y a également aussi des femmes parmi les usagers précaires et aussi des femmes parmi les élèves et les étudiants. Donc, pour expliquer donc la spécificité généralement, donc, quelque part, il y a toujours quelque part un tiraillement entre les hommes et les femmes sur la capacité de consommer des femmes. Donc, généralement, c'est ce qui est le plus rapporté par les usagers, y compris les femmes qui disent généralement qu'ils consomment plus que les hommes. Donc, en évoquant parfois des questions un petit peu biologiques, en disant voilà, que la femme a plusieurs, je ne sais pas comment le dire, donc c'est pas spécifiquement des intestins, des trucs comme ça, mais voilà, ils ont beaucoup plus de place au niveau biologique qui leur permettent de fumer plus que les hommes. Mais il y a aussi cette capacité des femmes à pouvoir se dissimuler, donc à travers, notamment, comme je l'ai rapporté dans ma présentation, en parlant de make-up, donc, et de make-up également aussi en utilisant leur partie intime, comme une femme qui disait tout à l'heure dans la présentation que de la manière qu'elle cache ses seins, qu'elle cache le cannabis, mais également aussi le cannabis qui est pour la plupart du temps caché. Il y en a aussi des femmes qui ont rapporté que c'est dans les jus de ces enfants qui cachaient le cannabis. Et je pense que Massoudi l'a rappelé également, il y a beaucoup de femmes qui ont ce qu'ils appellent un boy. Donc, en disant un boy, c'est peut-être un jeune frère dans le quartier à qui il commissionne parfois pour leur acheter de quoi fumer. Et en contrepartie, il leur donne soit une partie du cannabis ou parfois de l'argent. Donc, vous avez également aussi rapporté des formes de consommation rituelle. Bon, au départ de ma thèse, j'avais juste quelques réponses allant dans ce sens, surtout à Ziguinchor, donc où on me disait que le cannabis était utilisé, mais pas sous la forme fumée, mais plutôt sous forme de beignet, donc mélangé avec du beignet. Donc, dans le cadre des cérémonies d'initiation de Boukout, donc un petit peu voilà, la circoncision et tout ce qui va avec, donc pour former les hommes, pour former les hommes, en fait, les jeunes à devenir des hommes donc dans la spiritualité. Mais en fait, ça n'a pas été documenté, donc, parce qu'en fait, c'est des zones qui sont assez, qui sont fermées, donc clos, qui fait que voilà, on n'a pas pu percer ces mystères, mais ça a été rapporté quand même, par contre, par les usagers. Donc, vous avez également fait une belle, comment dirais-je, un beau, un bel commentaire par rapport à des centres comme Togo. Donc, le centre de Togo qui est hors du système de santé. Donc, également, nous, ok, voilà, voilà, donc je pense que vous avez évoqué le centre de Togo également, le fait que la consommation donc, est un petit peu généralisée un petit peu au Sénégal. Donc, qu'il y a des fumeurs à ciel ouvert, ce qui était important même, qui nous a permis même de nous mettre dans une perspective de définir plutôt que des profils que de nous attacher au terme profil. Donc, parce que généralement, donc, il y a beaucoup d'usagers, il y a beaucoup d'usagers de cannabis. Je pense que j'ai répondu, je pense avoir répondu à vos questions par rapport, moi, je pense que c'était surtout lié à la consommation rituelle et également sur la consommation chez les femmes. OK. Concernant le centre de travail, oui, effectivement, c'est un problème de droit qui se pose, donc, notamment à travers le conditionnement donc, au niveau de ces espaces d'accueil. Donc, mais en fait, c'est une contrainte qui est généralement acceptée. Et pour verser directement sur la question de Félicien, je commence à la structurer un petit peu autrement, parce qu'en fait, lorsque vous posez la question à savoir à quel moment de leur parcours de consommation ils font recours. En fait, je rappelle que le centre de Togo est à la base un centre de traitement de la maladie mentale, en fait. Donc, sur des bases modernes et un petit peu traditionnelles. Et et traditionnelle. Et les patients qui sont accueillis sont généralement adressés. Cela veut dire que c'est les parents qui les amènent, mais c'est pas par la volonté des usagers qui veulent sortir de l'addiction, mais plutôt c'est parce qu'ils sont confrontés à des problèmes de santé mentale qui font qu'ils sont adressés à ces structures. Donc, du point de vue de leur perception, oui, la perception elle est positive des patients qui sont au niveau du centre d'octobre. Voilà, et c'est des personnes qui sont généralement isolées au sein de leur famille, parce que vous vous rappelez tout à l'heure dans ma présentation, je disais que
quelque part, la maladie mentale, ça crée une certaine gêne au niveau des familles qui font que parfois, c'est une façon de vouloir l'aider à guérir des problèmes de santé, mais aussi une façon aussi de s'éloigner de cette gêne qu'elle représente au sein de leur famille. Donc, du coup, ce centre, contrairement au centre dont nous parle un petit peu Jérôme tout à l'heure, donc c'est des centres qui sont payants. Donc, voilà, il y a donc, toujours un paiement à l'entrée et paiement également aussi qui permet un petit peu le maintien et pour le vivre également aussi durant le séjour. Donc, de façon globale, les patients qui sont internés au niveau de ce centre le perçoivent positivement donc, par l'apprentissage des activités, des activités, des activités d'aide à la réinsertion socio-professionnelle. Généralement, ce qui est offert, c'est le maraîchage. Ils participent également aussi à la construction des bâtiments parce que ce centre a été mise en place dans un champ qui était jadis un champ, mais le marabout l'a structuré donc, en mettant en place des cages qui représentent les dortoirs des patients et également aussi des espaces cultivables où les patients eux-mêmes font du maraîchage. Donc, toujours par rapport aux questions de Félicien, donc pour répondre à ça, c'est les recours de soins et également aussi la perception, les perceptions du marabout. Donc, le marabout donc, a une perception assez décalée un petit peu par rapport à la perception addictologique et même de la médecine. Donc, il a une perception de la folie, donc de façon vraiment différente. Donc, il distingue plusieurs folies qui sont liées au cannabis, que voilà, peut-être qui ont beaucoup plus, que j'ai développé davantage dans ma thèse. Donc, mais voilà, donc je vais en revenir plus tard. Peut-être quand on aura une autre occasion, je pourrai en parler plus amplement. Je crois avoir répondu à vos questions. Ah, ben oui, il me restait la dernière question, à savoir la perception des usagers de cannabis par rapport aux usagers d'autres drogues. Oui, pour la plupart du temps, donc il y en a qui sont un peu neutres par rapport à leur point de vue vis-à-vis des consommateurs d'autres drogues, mais alors que d'autres s'offusquent en quelque sorte en disant que les usages de drogues injectables, ils sont quelque part protégés. Parce qu'en cas d'arrestation, les usagers de cannabis peuvent être orientés dans les structures de prise en charge, à la différence des usagers de cannabis, qu'il n'y a pas de structure qu'on peut les proposer. Ils parlent également aussi des usagers d'héroïne, des usagers d'alcool qui considèrent être représentant beaucoup plus de danger par rapport à des usagers de cannabis au regard de leur perception, donc leur perception positive. Donc, lorsqu'il dit que le cannabis est un produit naturel, on le fait généralement pour le plaisir, on ne le fait pas pour aller agresser ou bien pour faire de la violence. Donc, des raisons ainsi qu'ils ont développé, à la différence des consommateurs de drogue injectables, chez qui ils voient, par exemple, un besoin fondamental qui les pousse généralement à agresser ou bien à voler. Et donc, ça, je pense que mes collègues aussi peuvent le dire. Ça a été rapporté dans le cadre des projets Codicène, Codisox, auprès des consommateurs de drogue injectables. Je crois Très avoir. bien. Oui, euh, très bien, Mohamed. Je pense qu'il y avait deux questions sur le chat de Roger Zerbo à propos de oui, l'apport économique du cannabis pour les femmes dans le contexte de précarité et la question de Judicaël Aboua sur les stratégies d'adaptation des consommateurs qui se demandent est-ce que ça dépend du type de produit consommé ou pas. Et je vous inviterai à répondre à à ces deux questions après, un commentaire de Alice qui demande aussi la parole et par rapport à toutes les questions qui ont été posées tout à l'heure. À la fin de cette deuxième série de questions, on va peut-être donner la parole à d'autres personnes qui ont déjà levé la main. Alice? ah, ok. J'attends là. Merci. Alors, euh, je trouve que Mohamed, dans cette présentation, montre une fois de plus toute la complexité du sujet, le caractère polysémique du terme de cannabis, la façon, tous les usages sociaux, enfin, tous les enjeux. Bref, on est vraiment dans de la complexité. Alors, cette complexité, elle est vraiment à la source de confusion généralement, ce qui fait qu'on a du mal parfois à savoir si on parle vraiment de la même chose. Alors, pour essayer bon, ce qu'a fait la présentation en prenant la vie sociale du cannabis, c'est montrer
finalement avec des catégories chronologiques d'abord, puis avec des catégories par secteur, de déplier la complexité et ça nous permet de mieux voir, d'avoir une sorte de cartographie des différents enjeux. Mais pour aller plus loin, il me semble qu'on peut pas faire l'économie, nous tous ensemble, hein, les scientifiques et les autres, euh, d'un travail linguistique. Linguistique, mais aussi de travail sur les catégories. Je m'explique. Très souvent, des problèmes avec la façon dont fonctionnent les institutions, c'est leur caractère binaire. Par exemple, le cannabis est une drogue et donc tout ce qui est appliqué aux drogues sera applicable au cannabis. Donc ça veut dire pour la justice que un usager de drogue ou un usager de cannabis au titre d'usager de drogue va subir, même s'il a 10 grammes de cannabis, il va subir tout l'arsenal juridique, etc. Euh, donc on est dans du binaire. Comment introduire de la nuance? Alors, la santé tente, la médecine tente ou la santé communautaire tente d'introduire de la nuance, ou pas de la nuance, de la distinction. Par exemple, c'est ce qu'a dit Jérôme en parlant d'usage non problématique. Et là, je ne sais pas si d'ailleurs il a été répondu à sa question, peut-être que j'ai pas entendu parce qu'il y a du bruit, excusez-moi, moi mais de la question d'un usage, d'une consommation responsable organisée qui serait quelque chose de plus. Donc, au lieu d'avoir une approche binaire, la consommation c'est mal, on devrait avoir une approche plus fine, plus nuancée cette fois. Alors, pour cela, il me semble qu'il faut forcément des bases, des éléments biologiques, pharmacologiques, qui ne résument pas tout et qui sont quand même importants. Et là, je suis un peu restée sur la fin avec la présentation parce que il me semble que on parle pas du tout de la même chose lorsque le cannabis contient 5% de THC, lorsqu'il contient l'équivalent de 90% avec les cannabinoïdes de synthèse. Donc, on sait qu'au Sénégal, pour le moment, les moyens d'identification ou de mesure sont très limités. Et ça, peut-être, c'est une question euh, pour Mohamed. Est-ce que à ce- jusqu'à présent, est-ce qu'il y a les moyens pour aborder plus dans la nuance cette question du cannabis grâce à l'identification de ce qui circule au Sénégal? Et question plus précise, est-ce qu'on peut savoir si ce qui est cultivé et produit au Sénégal euh, est plutôt du côté des 5% ou du côté des pas 98 mais 30% de THC? Et enfin, le cannabis lui-même est ambivalent puisque c'est THC plus CBD. Donc, sur des questions autour d'usage, par exemple, pour l'usage, la production et l'usage économique, est-ce que, il n'y aurait pas une possibilité d'avoir un développement d'un usage économique destiné, par exemple, à la production de cannabis thérapeutique et de CBD? Autrement dit, euh, est-ce qu'on peut, à la sortie de ce travail, est-ce qu'on peut avoir des espoirs, une sorte d'espoir sur le fait que l'ensemble de la société s'y retrouve un peu mieux, en étant plus précise dans ses analyses, en ayant des catégories plus fines, plutôt que considérer comme cannabis point des objets qui ont des valeurs, des effets contradictoires, des, euh, des dangerosités contradictoires, euh, oui, voilà, des représentations qui sont binaires, voilà. Euh, à vous. Merci. Merci beaucoup, Alice. Mohamed? Ouais, parce qu'en fait, voilà, voilà, il me restait encore des questions, donc notamment la question de, bon, je ne dirais pas une question, mais c'était plutôt une contribution de Sergio, donc que je trouve pertinente. Donc, ça a été rapporté, hein, comme il l'a dit, bien sûr, par rapport à l'enclavement des îles. Donc, ça, c'est un motif même des habitants à verser dans la culture du cannabis. Et il y a également aussi le conflit Casamance, donc qui a impacté, en fait, parce que ces îles, à la base, c'était des zones l'activité principale, c'était la pêche. Donc, et ça,
ça doit même alimenter également aussi d'autres pays donc, frontaliers, notamment de la Guinée et du Ghana, donc, où il y avait des pêcheurs qui s'étaient placés s'implanter au niveau de ces îles, donc, dont la principale activité était la pêche, mais progressivement, avec le conflit casamançais, ils ont basculé vers la production du cannabis. Donc déjà, il y a cette cause donc, de l'enclavement, mais il y a également aussi la rentabilité, parce qu'en fait, ils ont tendance à faire une comparaison entre les produits maraîchers et la production du cannabis, et aussi sa capacité à pouvoir être cultivé plusieurs fois au cours de l'année. Et il y a également aussi par exemple, les conditions de conservation qui fait également que le cannabis est beaucoup plus important à cultiver par rapport aux autres cultures. Donc là, je pourrais voilà, vous parler de Jérôme. Donc, déjà, pour répondre à la question consommation responsable organique, donc je rappelle voilà, je précise que ça, c'est en donnant le terrain, c'est empirique. C'est généralement les usagers qui le disent. Donc, voilà, en faisant face à certains obstacles liés à la consommation, que ce soit la répression, également aussi des conséquences liées aux effets du produit, les usagers ont tendance à adopter ce qu'ils appellent une consommation responsable, une consommation organisée, qui fait qu'ils décident où, avec qui, et quand, et quelle quantité consommer. Donc, ça, pour rejoindre Jérôme, c'est plutôt voilà, empirique. Donc, par rapport au BAFAL, donc, les BAFAL, ils sont traités de la même manière que les autres usagers. Donc, il n'y a pas d'usage spirituel au niveau de cette communauté. Donc, c'est juste que, voilà, les BAFAL, donc, c'est un petit peu qui ont qui cultivent un petit peu le culte du travail, en quelque sorte. Donc, qui utilisent le cannabis pour la plupart du temps pour être plus endurants, parce que, voilà, c'est eux qui sont dans les champs, donc appartenant au Maroc, c'est ceux également qui sont dans la cuisine et ils disent que le cannabis les motive davantage, donc à les permettre d'être endurants dans leurs tâches. Donc, mais sinon, il n'y a pas d'usage rituel qui a été rapporté, que ce soit par les bailleurs ou bien par les autres profils. L'autre question, c'est voilà, donc la question à savoir qu'est-ce qui peut améliorer euh, la prise en charge. Donc ça, je pense que voilà, comme il y a un besoin, que ce soit au niveau des politiques, au niveau également des professionnels de santé, de s'approprier un petit peu les résultats, que ce soit de ces études ou bien d'autres études qui ont été réalisées dans le cadre de l'usage du cannabis, qui pourra leur permettre également et de se centrer davantage sur les motivations, et également aussi sur le paysage juridique et un regard sur la politique internationale pour voir si on peut déboucher sur une régularisation de l'usage du cannabis. Également aussi de voir donc, de distinguer ce qui est cannabis et ce qui est CBD, surtout. Donc, je pense que c'est important. C'est le CBD qui provient du chanvre. Donc, je ne l'ai pas dit tantôt, mais en fait, il y a une variété de cannabis sativa, une variété de cannabis indica. Le indica qui est beaucoup plus fort en substance psychoactive et l'indica, et le sativa, c'est généralement ce qui permet de faire des cordes, par exemple. Voilà, c'est du chanvre, en fait. Et comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, je l'ai présenté, mais voilà, je porte une chemise qui est faite à 50% de chanvre textile, donc, et de 45% de coton. Donc, voilà, pour vous dire qu'il y a également d'autres potentialités du cannabis, donc, tout en ayant un regard sur la variété de cannabis sur laquelle on parle, et donc, qui nous permet également d'aller dans ce sens. Et la dernière question, voilà, donc au regard de tout ça, s'approprier des informations qui circulent, de voir le contexte donc, déjà socioculturel, pourrait nous permettre de mettre en place un protocole thérapeutique qui sera validé également pour la prise en charge des usagers de cannabis. Ok. C'est par rapport à Tobor, donc je pense que j'ai abordé la question de l'accessibilité à Tobor. Donc, voilà, généralement, les patients de Tobor sont adressés par leurs parents. Donc, je pense que ok, bon, voilà, merci. Donc là, je vais essayer de répondre à la question sur le chat de docteur Zerbo. Donc, voilà, pour lui, donc, est-ce que, par exemple, le fait que l'investissement des femmes dans la pratique culturelle, que ce soit, voilà, à toutes les étapes, donc, est-ce que ça a changé quelque chose dans le vécu de ces femmes? Oui, je dirais, parce qu'en fait, ça impacte déjà, ça leur donne une activité, parce que l'île est enclavée, c'est des femmes généralement qui sont éloignés de l'école et d'autres activités particulières. Donc, la principale activité, je dirais, c'est les activités culturelles.
et spécifiquement l'activité de la culture du cannabis. Il y a aussi le ramassage des huîtres. Généralement, ça aussi, donc, c'est une pratique qui est observée chez les femmes, mais elles sont beaucoup plus actives dans la production du cannabis, ce qui modifie quelque part leur vécu, donc en leur fournissant des moyens de subsistance, et également aussi des moyens les moyens de prendre en charge la scolarité de leurs enfants, que ce soit par l'achat de matériel scolaire, ou bien même pour le paiement des inscriptions et tout ce qui est habillement. Donc, je crois avoir répondu. Donc, voilà, il y a une question de Rodolfo aussi, qui dit que, par exemple, sa question par rapport aux adaptations des usagers, les adaptations donc, face à la répression. Donc, si ça dépend du sexe, si ça dépend du groupe et de l'appartenance par rapport à tel ou tel profil. Donc, oui, certes, nous avons observé des spécificités particulières à certains groupes, notamment chez les femmes et notamment aussi chez les personnes insérées professionnellement, donc, ils ont différentes stratégies de s'adapter à la répression, mais le maître mot, c'est le souterrain. Donc, le souterrain est une valeur sénégalaise, donc comme on l'a dit tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, qui leur permet de se couvrir quelque part et d'être prudents. Donc, ils ont tendance à adopter des stratégies de prudence et d'évitement des policiers, également aussi des regards extérieurs, donc des regards stigmatisants donc, par rapport à ça. Donc, de façon générale, il y a quelques peu de spécificités par rapport à la stratégie, mais pour la plupart du temps, les usagers donc, adoptent pas mal de stratégies qui sont similaires. Je crois avoir répondu à toutes les questions. J'avoue que j'ai un petit peu perdu le fil par rapport à la question d'Alice, mais avant cela, j'ai bien voulu aussi répondre à la question de Rose. Donc, question très pertinente. Merci, Rose. Donc, la culture du cannabis, oui, c'est bien un levier économique pour les populations rurales, notamment pour les femmes, donc, comme je viens tout juste de l'expliquer. Donc, le potentiel et les risques liés à la régularisation du cannabis. Oui, il y a un risque. Il y a un risque à encourir par le fait de régulariser l'usage du cannabis. Et en parlant de régulariser, je comprends que vous voulez parler de dépénalisation. Donc, si c'est bien ça, je pense que même les usagers eux-mêmes donc, ont des idées assez nuancées sur la dépénalisation de l'usage du cannabis. Et parfois, ils parlent généralement de l'éducation de la société civile. Donc, au Sénégal, les populations ne sont pas bien éduquées. Je suis désolé. Donc, ça vient des usagers qui disent. Donc, ils ne sont pas bien éduqués. Et dès qu'ils auraient peut-être, ils sous-entendent que la dépénalisation de l'usage du cannabis pourrait créer un effet boom, en fait, un effet boom qui fait que, voilà, tout le monde pourrait s'activer dans la consommation, mais même dans la production. Et il y a également aussi, ils ont abordé du point de vue des cultivateurs qui disent, par exemple, que ce n'est pas une bonne chose pour eux. Pour les cultivateurs, dépénaliser l'usage du cannabis ne ferait pas leur bonne affaire. Du fait que, voilà, là, actuellement, ils ont l'exclusivité de la production qui leur permet de s'investir et d'avoir des moyens de subsistance. Et alors, la dépénalisation donnerait le choix à tout un chacun de pouvoir cultiver sa consommation. Donc, il y a ce risque fondamental. Donc, les risques sont également liés aux différentes variétés de cannabis parce que régulariser le cannabis suppose que ça soit sur le contrôle de l'État. Donc, bien fait, comme voilà, j'ai pas pu le montrer de façon voilà, de plus amplement dans ma présentation, mais en fait, le potentiel économique du cannabis et thérapeutique a, a tendance à, je ne dirais pas une tendance, mais en fait, ça crée des rentrées d'argent en termes de fiscal, notamment comme des pays qui en ont fait des études, par exemple au Canada, aux États-Unis, donc sur le Colorado. Donc, il y a aussi des études qui ont été faites qui ont permis que la dépénalisation a permis à l'État de faire des bénéfices fiscaux. Donc, en assurant déjà au niveau de, par exemple, par rapport aux autorisations et également au respect de certains critères pour pouvoir s'activer dans la production et dans la vente du cannabis. Je pense que merci par rapport à ça. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, je pense que sur le temps, nous sommes à midi 7 minutes. Mais par rapport à la début de séance, je pense qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Et je voudrais donner la parole à Christine, qui insiste depuis tout à l'heure pour prendre la parole, et à Omar Ba aussi, qui sont des acteurs de terrain très importants que je vous invite à écouter maintenant. Christine, vous avez la parole. Merci beaucoup.
Je salue et je félicite tous les intervenants. La question était surtout par rapport à la prise en charge, parce qu'il m'a semblé entendre qu'il y aurait une prise en charge intégrée des personnes usagères de cannabis. Alors, c'était la première question. Et la deuxième question, c'était par rapport aux couches, à savoir si aujourd'hui, est-ce que, par exemple, le centre antipoison est en train de voir ce qu'on mélange effectivement avec le cannabis, qui est autre que comment ça s'appelle? Que ce que contient le cannabis, le THC, c'est ça, hein, si je ne me Oui, trompe pas. c'est Donc, ça. il y a la santé a déjà commencé. Parce qu'aujourd'hui, il me semble que même le cannabis en question dont on parle est de moins en moins utilisé par les usagers. Il me semble qu'il y a une certaine préférence par rapport à cette nouvelle génération ces histoires de couches et des extasies. Donc aussi l'évolution par rapport à la santé, qu'est-ce qu'elle a fait par rapport à... Parce que ces volets, c'est de l'extasie. C'est des comprimés à plusieurs couleurs. Est-ce que la santé aussi est en train de faire les analyses nécessaires pour... voilà, c'est tout. Je ne vais pas prendre plus de temps. Et je vous remercie vraiment de m'avoir laissé m'exprimer. Et Très bien. bonjour à tout le monde. Merci Christine, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Omar Ba, vous avez la parole. Et merci beaucoup, professeur. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Omar Ba, président du réseau national des organisations intervenant dans la prévention et la réduction des risques liés à l'usage des drogues au Sénégal. C'est un plaisir de participer à ce webinaire. Et toutes mes félicitations à Mohamed pour sa brillante présentation. Dans sa présentation, il a parlé de la mise en place des associations qui accompagnent les consommateurs de drogue avec l'aide de l'ANCS. Et ces associations qui font un travail remarquable sur le terrain. Et sur ce, je voudrais apporter mes pensées sur la lenteur des politiques. Mais aujourd'hui, on peut noter aussi une tolérance envers les consommateurs de drogue. Je ne sais pas, mais ici au niveau, il y avait de moins en moins des arrestations liées à la consommation du cannabis. Et en tant qu'acteur de terrain aujourd'hui, ce que je note le plus, c'est aujourd'hui les jeunes entre 14 ans, 18 ans, les écoliers qui prennent de la drogue à cet âge. Et aujourd'hui, en tant qu'acteurs, nous n'avons pas tous les moyens d'accéder à ces écoles pour faire la sensibilisation envers ces jeunes. Et sur ce, je vous explore de multiplier ce que l'ANCS a fait pour que nous avons un climat favorable avec les forces de défense et de défense. C'est grâce à ces formations et les sessions de dialogue communautaire qui nous ont permis d'avoir ce terrain climat favorable, d'où des fois on nous appelle quand il y a des arrestations pour que nous puissions les suivre vers un sevrage ou un traitement vers à l'hôpital. Avant-hier même, j'ai été à l'hôpital, c'était un cas d'arrestation lié à, c'est pas lié à l'usage de la cocaïne, mais du chanvre indien. C'était un jeune écolier et même docteur l'a vu avant-hier, même on était là. Donc, ce que je veux, même si les politiques sont très lents pour les lois, mais au moins il y a les ONG, il y a la société civile qui font la formation pour que nous puissions faire ces activités sur le terrain. Chapeau à la LCS, chapeau au récidive, et je leur souhaite de multiplier ces actions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Omar, pour ce cri de cœur hein, que l'on entend très bien. Et bravo à toi pour tout ce que tu fais sur le terrain en termes d'intervention, mais surtout en termes de travail avec avec les forces de l'ordre, les forces de sécurité, mais beaucoup plus avec les acteurs de la justice.
et on sait combien vous êtes sollicité en cas de difficulté. Alors, je vais redonner la parole à Mohamed pour peut-être 30 secondes juste avant de conclure cette séance. Mohamed, Ouais. Bon, je rapidement. dis, voilà, les derniers, là, je pense que c'était plutôt des contributions, surtout, ou bien des commentaires. Donc, voilà, juste pour une précision par rapport à Christine qui a posé la question sur la question du couche. Donc, il reste à explorer. Donc, parce que, voilà, Mhm. comme je l'ai dit dans ma présentation, c'est un mélange qui n'est pas encore standardisé. Donc, de substances psychoactives. Donc, même si, voilà, il y a la présence de cannabinoïdes de synthèse, dans le THC, donc synthétique, qui est beaucoup plus fort que le cannabis naturel. Donc voilà, donc ça reste à explorer davantage. Donc, voilà, donc vous fournir les informations plus amples sur ce point. En tout cas, merci beaucoup. Juste pour préciser, hein, je pense que je ne sais pas si c'est professeur Anne qui l'a suggéré plutôt. Donc voilà, donc c'est juste en fait l'exploitation voilà, de la production du cannabis, surtout donc par rapport à son potentiel économique. Ce serait important également aussi. Donc toujours pour répondre à la question de vos engrais. Donc, c'est surtout la production et voilà qui pourrait voilà, servir davantage pour l'État. Encore, je remercie tout le monde. Merci, Gauthier. Merci beaucoup, cher Mohamed. Merci à toutes et à tous. Et je pense que nous étions une trentaine au début de ce webinaire. Nous restons une trentaine à la fin de ce webinaire, ce qui montre justement tout l'intérêt que ce sujet, en tout cas, suscite. Et nous sommes navrés, c'est vrai qu'on a précisé les limites temporelles en indiquant 1h30, mais on se rend compte, vous vous rendez compte que nous aurions peut-être tous eu besoin de plus de temps pour discuter de ce sujet qui nous intéresse tous. Et pour cela, je pense que je soumets à votre appréciation cette réflexion, hein, à propos de la durée de nos webinaires. Parfois, nous parvenons à discuter en 1h30. Donc, nous finissons les débats. Mais d'autres fois, nous sommes obligés de couper les débats parce que le temps est achevé. Et pour cela, nous proposons à partir de maintenant de ne plus définir strictement les webinaires en disant que c'est 1h30, mais plutôt de dire 1h30 à 2 heures de temps. Et cela permet à tout le monde de se préparer en amont pour savoir que on aura peut-être 2 heures ou 1h30 ou même parfois 1 heure, hein. Ça dépend du sujet et de comment est-ce que les uns et les autres vont réagir. Et ceci, je vois déjà des mains qui disent OK. Et, ceci est soumis à l'appréciation de toutes et de tous, hein. Et je pense qu'on va peut-être adopter cette formule pour les séminaires à venir. Nous vous remercions en tout cas d'avoir été là jusqu'au bout et nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un prochain webinaire. Rose André, merci beaucoup pour la belle coordination. N'oubliez pas de remplir la liste de présence en ligne qui est envoyée par Abdoulaye. Merci Abdoulaye, à toi aussi pour ton implication dans l'organisation. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Ok, merci, au revoir, à bientôt. Et au revoir.